Donc, ce que la plupart des gens font souvent, c'est Mhm. ils ouvrent plusieurs comptes pour avoir une visibilité claire suivant les objectifs. Donc, ils vont dire, le premier compte, ça, c'est un compte personnel, peut-être pour prendre en charge ma retraite. Le second compte, c'est pour prendre en charge les frais Mhm. d'université. C'est pour prendre en charge les frais d'université de mon enfant. Et le troisième compte, c'est pour autre chose. D'accord. Donc, c'est des objectifs qui sont bien séparés pour chaque compte. Et donc, ils font cette séparation-là pour pouvoir évaluer clairement Hmm. où est-ce qu'ils en sont pour chaque objectif. D'accord. Parce que moi, mon cas, au fait, j'ai deux objectifs déjà. J'ai la première qui est les études des enfants, Oui, et puis le second qui est la construction d'un bien immobilier, c'est-à-dire une maison pour la ouais, retraite. oui, Mais actuellement, je ne loue pas, j'ai un seul compte titre. ok, Voilà pourquoi j'ai posé la question, c'était possible pour un débutant d'ouvrir les deux comptes titres ou trois comptes titres déjà. ok. Donc, c'est vous qui voyez, au départ, vous pouvez commencer avec un seul compte, mais à un moment donné, si vous voulez vraiment évaluer de manière claire où est-ce que vous en êtes pour chaque objectif, je crois qu'il Mhm. faudra ouvrir deux ou trois comptes suivant le nombre d'objectifs que vous avez. D'accord, c'est compris. Maintenant, l'autre question, c'est, je vous avais parlé au départ de mon profil d'investisseur, c'est ça. Oui, Comme j'ai suivi vos conseils, je suis allée sur Richboost, j'ai répondu au questionnaire et là, ils m'ont sorti un profil d'investisseur équilibré déjà. Donc, je ok. devais vous demander, le, parce que j'ai lu le résumé, bon, oui, le résumé ils ont donné, mais comme vous êtes assez spécialisé là-dedans, l'investisseur équilibré, c'est quoi? Alors, donc, la terminologie sur Richebourg, je ne suis pas très familier avec, mais je crois que c'est, comment on dit, un Mhm. milieu entre la rente et la croissance. Donc, l'idéal, ce serait de faire 50% de consacrer 50% du portefeuille à la rente et 50% du portefeuille à la croissance. Mhm. Donc, les actions de rente, c'est des actions qui vont verser beaucoup de dividendes. Les actions de croissance, c'est des actions qui ne vont pas en verser Mhm. beaucoup, mais qui vont, sur le long terme, Mhm. générer beaucoup de plus-value, on va dire. Le coût de l'action va vraiment progresser de manière exponentielle. D'accord, c'est compris. Maintenant, pour moi, mon cas, comme j'avais déjà, j'ai 14 actions dans mon portefeuille. 14 Et lignes, vous voulez je dire. compte bien les diminuer. 14 lignes, pardon. J'ai 14 lignes, OK. donc je veux bien les diminuer. Oui, J'ai déjà euh, les deux actions de rente, c'est-à-dire Sonatel et puis SGBCI. oui. Et puis, pour la croissance, j'ai aussi Coris Bank. OK. Et j'ai d'autres encore, EcoBank, NCA, un peu de tout. Donc, si vous voulez me conseiller, c'est-à-dire, parce que c'est un équilibre entre la rente et la croissance. Oui. Moi, je vais partir sur six lignes, comme vous avez conseillé, sur six lignes, pour pouvoir bien me cadrer mon investissement, tout et tout. J'ai Oui. déjà deux rentes, puis bon, pour l'instant, une ligne de croissance Coris Bank. Et si je veux équilibrer tout ça, je fais quoi? Alors, je suis en train de reparcourir le message. Et donc, je vois, bon, côté rente, c'est déjà bon. Sur son atelier SGCI, ça suffit amplement pour faire de la rente. Mhm, Donc, vous n'avez pas besoin d'en avoir plus. mhm, Donc, le reste du travail, c'est d'éliminer le nombre de lignes pour avoir 50% de croissance. Donc, Coris Bank, mhm, BOACI, c'est de très bonnes actions de croissance. BOA Bénin, vous pouvez laisser ça. BOA Bénin, c'est de la rente, c'est pas de la croissance. mhm, BOA Sénégal, NTA Bank, mhm. EcoBank et BOA Niger, EcoBank CI, hein, et BOA Niger, tout ça, vous pouvez laisser ça pour vous concentrer sur Coris Bank et BOA CI. Alors, je voudrais bien vous conseiller BOA Burkina Faso aussi, mais comme vous ne l'avez pas déjà, c'est pas la peine de commencer avec ça. Vous en avez déjà deux. Coris Bank et BOA CI, vous pouvez vous concentrer Mhm, sur ces deux actions de croissance-là. Alors, je vois qu'il y a d'accord. Bolloré, Nestlé, ISMB, CI. Mhm, mhm, Alors, Bolloré, apparemment, là, actuellement, ça ne va pas. En tout cas, d'après les derniers résultats qu'ils ont mhm. publiés. Donc, je ne sais pas quelle perspective cette action-là a vraiment. Nestlé, de toute évidence, ça ne va pas. C'est pas nouveau. SMBC, c'est une action que j'ai pas vraiment étudié, on va dire. Donc, je ne saurais pas vous donner, je ne saurais pas vous dire sur le long terme si c'est une bonne action à détenir ou pas.
ou même si c'est une action de croissance, c'est une action de rente. Dans tous les cas, je ne crois pas que c'est une action de croissance. D'accord. Et bon, on part sur quatre actions, quatre lignes, c'est ça. Oui, C'est-à-dire les deux rentes, et puis les et deux que vous croissance. venez de me conseiller, Coris Bank et BOACI. Ouais. Dans le reste, vous pouvez vendre ça et vous concentrer sur les quatre là. Utilisez Les quatre. la liquidité pour acheter davantage ces quatre actions là. D'accord. C'est compris. C'est compris, c'est compris. Je voulais dire quoi, mec? J'ai oublié. Bah, vous avez dit que vous n'avez pas fait d'études sur MBC, c'est ça, hein? Oui. D'accord, c'est compris. Mais dans le cas où on veut étudier cette action-là, parce que j'ai regardé vos vidéos où on parle aussi des paires, en fonction des paires, tout et tout. Si je veux étudier l'action en profondeur, je vais sur quoi comme information? Ok. Donc, la première chose que vous voulez faire, c'est de catégoriser l'action, de déterminer à quelle catégorie ça appartient. Est-ce que c'est un fast grower? Est-ce que c'est un slow grower? Est-ce que c'est un asset play? Est-ce que c'est un cyclical, un turnaround? Vous voulez savoir quelle catégorie c'est. Donc, quand vous avez identifié la catégorie, la prochaine étape, c'est d'utiliser la méthode de valorisation qui est adaptée à cette catégorie-là pour déterminer la valeur intrinsèque de l'action. Donc, vous appliquez la méthode de valorisation, vous aboutissez à une valeur intrinsèque. Ensuite, à la valeur intrinsèque, vous allez appliquer ce qu'on appelle une marge de sécurité. Donc, je prends un exemple. Je dis que le coût de l'action, c'est 1000 francs, d'accord? Et je dis que vous avez déterminé que sa valeur intrinsèque, c'était de 1500, d'accord? Donc, le coût de l'action est inférieur à la valeur intrinsèque. Mais ça ne veut pas automatiquement dire qu'il faut déjà acheter. Donc, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est on va appliquer une marge de sécurité à la valeur intrinsèque, les 1500. Donc, on va dire, par exemple, c'est vrai, la valeur intrinsèque, c'est 1500, mais je vais acheter cette action-là seulement si c'est à 70% de la valeur intrinsèque, c'est-à-dire en dessous de la valeur intrinsèque à un certain niveau. C'est ça la marge de sécurité. Et on fait ça en réalité pour se donner de la marge, justement. Donc, au cas où on se serait trompé dans les calculs ou on se serait trompé juste sur l'histoire de l'entreprise, donc on veut pouvoir conserver cette marge-là pour avoir de la sécurité. Et donc, on va appliquer les 70%, si c'est 70% qu'on a retenu à 1500 et le résultat que ça donne, ce sera notre prix d'achat. Donc, quand le coût de l'action sera supérieur à ce prix d'achat-là, on va tout simplement attendre. Quand il sera égal ou inférieur au prix d'achat, là, on pourra acheter. D'accord, c'est compris. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, pour l'instant, j'ai pas trop. Bon, ce sont mes questions qui étaient les plus importantes qui sont là. Pour l'instant, pour le moment, c'était bon. Quand j'aurai d'autres questions, je peux revenir ou bien Bien sûr, il y a toujours soit le chat, enfin, je vais dire le chat, le groupe, ou ce webinaire là où on peut discuter de ce genre de préoccupations. D'accord, c'est compris. En tout cas, merci beaucoup, monsieur. Pour moi, en tout cas, c'est bon pour l'instant. Je pense qu'à un autre webinaire encore, si j'ai des questions, je pourrais toujours remonter pour vous poser. Pas de problème. Ouais. Bonsoir, monsieur François. Bonsoir, monsieur Hébert. Vous avez des questions pour nous? Oui, bonsoir. Bonsoir. Non, je n'ai pas aucune question pour le moment. Ok. Monsieur François, votre micro est coupé, donc on ne vous entend pas. Allô? Allô? Vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc, j'ai dit que je suis Monsieur Nda François, je suis de la Côte d'Ivoire. Ok. Et au fait, je découvre, on va dire, je découvre la BRVM, ça fait pas maintenant longtemps.
Ouais, Voilà, et je n'ai pas grande notion dans tout ce que vous expliquez et tout ça. ok. Et j'aimerais en tout cas débuter aussi avec la bourse. Donc ma première question, c'est de savoir comment on fait déjà pour pouvoir s'enregistrer, pour pouvoir, en tout cas, être sur les plateformes pour pouvoir payer des actions. Ok. Donc, la première étape, c'est d'ouvrir ce qu'on appelle un compte titre. Donc, vous êtes en Côte d'Ivoire, il y a pas mal de SDI en Côte d'Ivoire, je crois qu'il y a environ 16 en Côte d'Ivoire. Et auprès des particuliers, une SDI qui est, on va dire, plutôt populaire, c'est Big Securities. Donc, ils ont une très bonne réputation. Je vous conseille de partir sur cette base-là. J'ai pas bien entendu l'entreprise que vous avez dit. Bridge Securities, je vais mettre ça dans le chat. Le chat il est D'accord, où? Brigitte Security. Ok, Et je suis en train de taper le nom dans le chat. d'accord. Voilà. Et donc, vous contactez cette SDI-là, vous dites que c'est une SDI, Société Générale de, Société de Gestion et d'Intermédiation. Vous dites que vous voulez ouvrir un compte titre, ils vont vous dire les documents à fournir pour ouvrir le compte titre. Et donc, quand vous avez ouvert votre compte, vous faites un dépôt initial. Le minimum chez Bridge Securities, c'est de 100 000. Donc, vous déposez vous faites un dépôt initial de 100 000. Ça vous appartient, hein, de 100 000. Et donc, avec les 100 000, vous pouvez commencer par acheter des actions. Maintenant, avant de commencer, bien sûr, il faudra vous former. Ah, D'accord? Donc, le temps de vous former, ce que les oui. gens font généralement, c'est soit de confier la gestion à SGI, le temps de se former, soit d'acheter des obligations et des FCP, des produits relativement sûrs. Et donc, vous prenez le temps de vous former. Quand vous êtes formé, vous revenez prendre votre portefeuille en main vous-même et vous commencez par investir par vous-même. D'accord. Mais vous, qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce qu'il faut laisser le portefeuille entre les mains de cette entreprise-là ou bien de cette SGI-là ou bien il faut que je la gère moi-même? Alors, ça ne pose pas vraiment de problème de leur laisser ça le temps de vous former. Donc, le temps de vous former, je dis un mois pour vous former. Leur laisser ça un mois, ça pose aucun problème. D'accord? Encore que le capital, c'est juste de 100 000. Donc, c'est pas grand-chose. Donc, ça pose aucun problème quand c'est pour du court terme comme ça. Mais leur laisser ça indéfiniment, ça peut être dangereux. D'accord? D'accord. C'est noté. Donc, une fois le compte titre ouvert, le dépôt réalisé, la formation réalisée, les prochaines étapes, comment je ferai? Alors, quand vous avez fait la formation, vous savez quel est votre profil d'investisseur, vous savez quels sont vos objectifs financiers, d'accord? Et vous savez donc vers quelle action vous orientez sur le marché. Donc, vous savez exactement quelle action vous devez acheter, sur quel horizon de placement et à quel prix, d'accord? Et donc, à partir de là, tout devient évident en fait. Vous savez que, par exemple, je veux, pour atteindre tel objectif qui est ma retraite, par exemple, je veux avoir telle quantité de Coris Bank, d'accord, à tel prix d'achat, le CUMP, d'accord? Donc, voilà. D'accord. Donc, je pense que je vais m'arrêter là d'abord et vous dire merci. Merci déjà pour les renseignements fournis qui sont vraiment très précieux. Je vais écouter les autres auditeurs comme je ne suis pas en tout cas, très formé pour le moment pour pouvoir se poser suffisamment de questions. Merci bien et bonne soirée. Merci à vous. Je suis en train de mettre un lien dans le groupe PRVM 30. Si vous cliquez sur le lien, vous allez atterrir sur une page où vous allez voir la liste des SDI qui sont en Côte d'Ivoire. Et donc, vous pourrez voir si vous vous orientez vraiment vers Big Security, vous pourrez avoir leur contact pour pouvoir entrer en relation avec eux. D'accord. C'est noté. OK. Merci. Bonsoir, monsieur Issouf. Comment vous allez? Oui, bonsoir, monsieur BRVM. Comment vous allez? Bien, vous? Chez nous, ça va. OK. Alors, vous avez des Ça questions va. pour nous? Je vous entends mal.
réseau, en fait. Ok. Bon, Ou le mieux, si le réseau c'est est très mauvais, vous pouvez écrire dans le chat. Il y a un chat dans lequel vous pouvez écrire, je vais le lire et on pourra discuter comme ça. Ah, ok. Bon, souvent le réseau balance, c'est souvent ça. Oui. Vraiment, c'est bon. Donc, en attendant que M. Youssouf écrive dans le chat, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. S'il n'y a pas de questions, on va attendre le message de M. Youssouf dans le chat. M. Youssouf, vous avez trouvé le chat? Et non, je n'ai pas trouvé le chat. C'est à quel niveau? Vous êtes sur téléphone ou sur ordinateur? Sur téléphone. Ok. Donc, quelque part en bas, vous allez voir qu'il y a, comment dire, un symbole qui ressemble à deux personnes là. À côté de ça, vous aurez un carré qui ressemble à un message en fait. Donc, c'est ce carré-là. Attends, je vais envoyer ça à vous. Oui, c'est bon. Voilà, cette J'ai vu. fois-ci. C'est bon? Oui, j'ai vu le bonsoir. Mais en même temps, je vous entends très bien maintenant. Ok. Bon, si vous m'entendez, je vais aller directement. Sinon, j'ai commencé à suivre la formation. Oui. Voilà. Donc, je trouve hein, si pour l'effort que vous faites pour nous. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Et j'ai fait à suivre la formation. Merci l'effort pour nous. Oui. Voilà. Maintenant, ma question, après avoir suivi quelques trucs, ma question c'est à quel moment il faut acheter un titre? Et parce que je vous précise que mon portefeuille est tout là et je peux récupérer, voir compris pour acheter moi-même. OK. Et donc, à quel moment acheter une Voilà, c'est ça. action? OK. Donc, à quel moment acheter l'action? C'est quand votre prix, on va dire ce que vous appelez le prix d'achat que vous avez déterminé pour l'action. Ce prix d'achat-là, il est intéressant par rapport au coût de l'action. Donc, quand le coût de l'action descend en dessous de votre prix d'achat, ça veut dire que c'est le bon moment pour acheter. D'accord? Donc, le coût de l'action, ça, vous pouvez le Ok. voir sur le site de la BRVM. La question qui découle maintenant de la réponse que je viens de donner, c'est mais ce prix d'achat-là, comment je le calcule en réalité? Et donc, on en a déjà parlé tout à l'heure avec Madame Rocchiato. C'est la première étape que vous voulez faire, c'est de déterminer la catégorie de l'action qui vous intéresse. Donc, je dis n'importe quoi. Je dis que c'est Coris Bank qui vous intéresse. Donc, si c'est Coris Bank qui vous intéresse, vous voulez déterminer à quelle catégorie ça appartient. Et donc, dans la formation, vous allez voir que nous abordons 6 types ou 6 catégories d'actions.
Et on en a donné les caractéristiques et comment les identifier et consorts. Donc, vous voulez utiliser ces caractéristiques-là et ces méthodes d'identification-là pour déterminer clairement à quelle catégorie appartient Coris Bank qui vous intéresse. Quand vous avez déterminé cette catégorie et vous allez trouver que c'est la catégorie des fast growers, en l'occurrence pour Coris Bank, vous savez maintenant que comme c'est un fast grower, il faut utiliser la méthode de valorisation qui est adaptée aux fast growers. Donc, vous l'aurez compris, chaque catégorie d'action a, on va dire, plusieurs méthodes de valorisation affiliées. Donc, les fast growers ont des méthodes de valorisation, les asset plays ont des méthodes de valorisation, les cyclicals ont des méthodes de valorisation, et ainsi de suite. Donc, la manière dont on évalue un fast grower, ce n'est pas de cette même manière-là qu'on évalue un cyclical ou un turnaround. Donc, vous avez identifié que c'est un fast grower, vous appliquez la méthode de valorisation qui est adaptée au fast grower et vous allez aboutir à une valeur intrinsèque. D'accord? Donc, à cette valeur intrinsèque-là, vous allez appliquer ce qu'on appelle une marge de sécurité. Donc, vous pouvez dire, par exemple, si la valeur intrinsèque est de 1000 francs, moi, je vais appliquer une marge de sécurité de, je dis n'importe quoi, 80%. Donc, je vais acheter l'action seulement si c'est à 80%, si c'est en dessous de en dessous, inférieur ou égal, donc, à 80% de 1000 francs. Donc, ça fait 800. Donc, vous avez déterminé la valeur intrinsèque, c'est de 1000 francs, mais vous achetez seulement si, ou si vous voulez à partir de 800 et en dessous. Donc, 800, 750, et ainsi de suite. C'est dans cette plage-là que vous achetez. D'accord? Et donc, les 800, c'est ce qu'on appelle en réalité ce prix d'achat dont je viens de parler. Donc, la valeur intrinsèque à laquelle on a imputé la marge de sécurité, le résultat, c'est ça le prix d'achat. Et donc, quand le coût de l'action va dépasser le prix d'achat, vous faites quoi? Vous attendez. Quand le prix d'achat sera égal au, quand le coût de l'action sera égal au prix d'achat, vous achetez. Quand le coût de l'action sera inférieur au prix d'achat, vous savez encore que c'est le moment d'acheter. Donc, voilà un peu la procédure que vous suivez pour savoir quand est-ce qu'il faut acheter l'action qui vous intéresse. OK. Maintenant, est-ce que, vu que le portefeuille est géré pour le moment par le EGI lui-même, est-ce que c'est le prix d'achat des actions qu'il a déjà effectuées peut être des références? Non, la réponse c'est non. Non, parce qu'en réalité, vous ne OK. savez pas du tout quelle méthode de valorisation ils ont utilisée, ou même s'ils en ont utilisé, peut-être ils l'ont juste acheté à la volée. D'accord? Et vous ne savez pas non plus si ceux qui ont acheté l'action, ils l'achetaient pour du court terme ou pour du long terme. Parce que s'ils l'achètent pour du court terme, donc pour faire du trading, ce n'est pas vraiment la valeur intrinsèque de l'action qui les préoccupe. D'accord? C'est la tendance qui les préoccupe. C'est est-ce que dans la semaine qui va suivre, le cours sera inférieur à ce qu'il est là actuellement. Donc, et ça n'a rien à voir avec la valeur de l'entreprise qui a derrière l'action. Donc, vous ne pouvez pas vous reposer sur les CUMP Sur les... de la SDI pour dire, OK, ça c'est un bon prix auquel il faut acheter ou pas. OK. Ça veut dire déjà qu'il faut déterminer la catégorie et Là, je vous entends mal. Vous pouvez essayer d'écrire ça dans le chat?
Monsieur Youssouf, Monsieur Youssouf, on attend votre message dans le chat pour pouvoir vous répondre. Oui, je suis en train d'écrire. OK. Bon, oui. OK. Donc, les étapes, oui. Déterminer la catégorie, évaluer, trouver la marge de sécurité, c'est ça. Et donc ensuite, le prix d'achat. Oui, En appliquant la marge de sécurité, vous aboutissez à un prix d'achat. Et donc, vous achetez si le coût de l'action est inférieur ou égal au prix d'achat. ok. Ok. Donc, si je vais simplifier les 4 étapes, suffit largement que je surveille les choses pour pouvoir acheter. Oui. Ok. Dans votre formation, vous avez parlé d'une liste qu'il faut, une liste qu'il faut avoir et puis à chaque fois observer. C'est quelle liste encore, la wish list ou bien c'est quoi? Oui, ce que j'appelle la wait list. Donc, en réalité, c'est, Ouais, oui. ouais, il y a votre portefeuille. Donc, dans votre portefeuille, vous avez les actions que vous avez déjà achetées. D'accord? Donc, la wait list, c'est une liste d'actions qui vous intéresse, mais que vous n'avez pas encore achetées et que vous voulez surveiller. D'accord? Ok. Et donc, vous pouvez faire un fichier Excel Ok. et mettre dans ce fichier-là ces actions-là. Et ce que vous voulez faire ensuite, c'est calculer les valeurs intrinsèques et les prix d'achat pour ces actions-là. Et vous attendez que le coût de l'action, donc si je prends la première ligne de la waitlist, vous voulez que vous attendez le moment où le coût de l'action en bourse descend en dessous du prix d'achat que vous avez calculé dans votre fichier Excel. Et donc, quand cette situation va se présenter, vous savez que c'est le moment d'acheter cette action de la waitlist. Et donc, cette action va quitter la waitlist pour rejoindre votre portefeuille. Vous supprimez la ligne de votre fichier Excel et donc, désormais, vous avez les actions dans votre portefeuille. Et ainsi de suite pour les autres lignes de la waitlist. Ok, ok, ok. Bon, je vais profiter également de comment j'ai rapporté à long terme, bon, d'ici 2030-34. C'est comme ça que je suis. La leçon a été très perturbée, je n'ai pas du tout entendu. Vous pouvez écrire dans le chat aussi? Bon, je dis que J'ai toujours du mal à vous entendre. vous ok. Vous m'entendez maintenant? Oui, là, c'est un peu mieux. Ok. Je dis que vise à long terme, en fait. J'investis pour long terme jusqu'en 2034. Okay. C'est ma vision comme ça. Donc, les entreprises que je vise réellement, c'est des entreprises qui versent des dividendes. Je suis plus pour les dividendes et plus que les plus-values. Okay. Parce que je ne compte pas céder mes actions comme ça. Oui. Donc, ma question, est-ce que les 4 stratégies me permettent, les 4, bon, la valeur intrinsèque, on peut dire les 5 points, est-ce que les 5 points me permettent de déterminer vraiment ces entreprises-là? OK. Donc, ces étapes-là, vous les suivez seulement quand vous avez déjà une entreprise qui vous intéresse. Parce que pour la toute première étape, ça suppose que vous avez une entreprise qui vous intéresse et
que vous voulez déterminer à quelle catégorie ça appartient. D'accord? Et donc, pour savoir Ok. quelle entreprise il faut acheter, quelle action il faut acheter, ça c'est une toute autre procédure. Donc ça dépend, comme je le dis souvent, et ça dépend de vos objectifs et de votre profil d'investisseur. D'accord? Donc, Ok. il y a l'exercice du Ok. profil d'investisseur que vous devez faire pour déterminer qu'est-ce qui doit vous intéresser. Est-ce que c'est les dividendes, est-ce que c'est la rente? Est-ce que c'est les dividendes, donc la rente, ou la croissance, donc les plus-values? Et donc, dans votre cas, c'est les dividendes, donc la rente. Donc, quand vous avez déterminé ça, Voilà. vous savez que sur la BRVM, vous devez vous orienter sur les actions de rente. Les actions de rente sur la BRVM, les meilleures, d'accord, c'est Sonatel, c'est Société Générale, d'accord? Donc, vous savez que dans votre portefeuille, vous devez avoir des lignes très, très lourdes pour ces deux actions-là. Très lourdes, je veux dire, le plus gros de votre portefeuille doit se concentrer sur ces deux actions-là, d'accord? Et donc, quelles actions doivent vous intéresser? Vous savez maintenant, c'est Sonatel, c'est Société Générale. Et donc, à partir de là, maintenant, vous pouvez appliquer, si vous voulez, la procédure à 5 étapes qu'on vient de décrire là, pour déterminer à quel prix vous devez acheter ces actions. Ok. Ok. Pas de souci. Maintenant, la dernière question, je ne sais pas si le son est bon. Oui, le son est bon. Ok. Maintenant, comment passer l'ordre d'achat? C'est-à-dire que je veux savoir comment je peux prendre mon portefeuille moi-même, rentrer faire l'achat. Ou est-ce que avec bon, oui, ça dépend du EGI. Donc, en réalité, le mail que vous envoyez. Ah, ok, bon, ça dépend encore. Dans la SGI dans laquelle vous êtes, ça a une plateforme de bourse en ligne? C'est Coris Bourse. Ok, si c'est Coris Bourse, c'est que ça a une plateforme de bourse en ligne. Et donc, il y a une vidéo sur le sujet qui montre comment utiliser la plateforme de bourse en ligne pour passer des ordres. Je vais vous envoyer la vidéo en question, vous saurez comment faire. Peut-être que la plateforme qui est décrite dans la vidéo n'est pas exactement ce que vous avez au niveau de Coris Bourse, mais vous saurez plus ou moins comment faire de votre côté. Donc, c'est à peu près la même manière. Oui. Ok. Donc, c'est de ça que je vais savoir. Là, je pourrais récupérer mon portefeuille et puis passer moi-même les ordres. Ok. Voilà. Donc, je crois que essentiellement aujourd'hui, c'est ce que je vais comprendre. Maintenant, je vais continuer à suivre les formations des zones dont toujours je vais vous revenir. Ok, super. Vraiment, merci encore pour la disponibilité. Merci pour tout ce que vous partagez pour la jeunesse africaine. C'est moi qui vous remercie. Donc là, j'ai copié le lien de la vidéo. Je vais mettre ça dans ce chat-là. Dites-moi si vous voyez le lien. Ok. Oui, je vois le lien. Ok. Je vois le... Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, N'hésitez pas. Ouais. Allô? Oui, madame. Oui, je voulais poser une autre question, si c'est possible. Bien sûr. C'est-à-dire pour quelqu'un qui fait du long terme, Oui. est-ce qu'il doit seulement se baser sur l'achat des actions ou bien il peut varier actions et obligations? Ok. Donc, ça dépend de votre profil d'investisseur. Donc, en particulier, ça dépend de votre aversion au risque. D'accord? Si vous êtes plutôt conservateur, d'accord? Donc, ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir comme une partie du portefeuille qui est investie sur des obligations. Mais si vous tolérez assez bien le risque, ce qu'on vous conseille, c'est de vous orienter 100% vers les actions. Parce que c'est là que vous allez avoir les plus gros rendements. C'est là que vous allez avoir les plus hautes performances, si vous voulez. Sur les obligations, à la fin de la journée, c'est toujours entre... Je vais essayer de couper le micro de M. Moustapha.
OK. Donc, parce que les Et obligations, bon, c'est toujours entre 6 et 8%, hein, autour de ça. Donc, si vous voulez, ce n'est pas des performances spectaculaires, mais c'est relativement sûr comparé aux actions. Donc, toute la question, c'est à quel point vous tolérez le risque et la volatilité. Donc, si vous les tolérez assez bien, orientez-vous 100% vers les actions parce que c'est là que vous aurez les plus bonnes performances. Sinon, orientez-vous, en tout cas, une partie du portefeuille doit être investie sur les obligations pour assurer la sécurité du portefeuille. D'accord, c'est compris. Et par rapport aux obligations aussi, est-ce qu'on fait une étude spécifique comme on fait pour les actions ou bien c'est vous achetez comme ça aussi? Alors, les obligations, c'est on va dire, ce qui est important pour les obligations, c'est qui émet l'obligation. D'accord? Donc, il y a des obligations qui sont émises par des entreprises, il y a des obligations qui sont émises par des États, il y a des obligations qui sont émises par d'autres entités, ainsi de suite. Donc, plus l'entité derrière est fiable et sûre, plus vous avez, on va dire, plus la probabilité de récupérer votre capital est sûre, enfin, est élevée. D'accord? Et donc, ce qui est important ici, c'est cette probabilité-là. Donc, maintenant, il y a toujours un ratio rentabilité-risque, d'accord? C'est plus l'entité est fiable, moins le rendement sera important. Et moins l'entité est fiable, plus le rendement sera important. Vous voyez? Donc, c'est ce compromis-là que vous voulez, jouer, hein, pour trouver votre sweet spot. Donc, le point qui vous arrange. Ah, d'accord, c'est compris. Il n'y a pas de souci, c'est compris. OK. D'accord. Donc, on va suivre au fur et à mesure. Si j'ai des questions, quand je vais vous revenir. D'accord. Alors, s'il n'y a pas de nouvelles questions, on va s'arrêter là et on se donne rendez-vous au prochain webinaire. Et bien sûr, vous pourrez toujours mettre vos questions dans le chat BRVM30. Agréable soirée à vous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, monsieur Issouf, je vous entends. Oui, je voulais le lien que vous avez envoyé là. Est-ce que vous pouvez m'envoyer dans mon WhatsApp directement, OK. s'il vous plaît? OK. C'était juste ça. D'accord. Monsieur VM, s'il vous plaît, juste une petite question concernant Coris. Oui. J'ai lu le dernier état financier, mais je pense que vous l'avez lu aussi. Vous n'avez pas l'impression qu'actuellement Coris est en train de régresser un peu côté performance si on lit le premier rapport trimestriel, la première publication qu'ils ont fait? Alors, donc non, je l'ai lu aussi. Donc, le seul point négatif que je trouve, enfin, il n'est pas aussi négatif que ça, c'est que le glissement annuel, en fin 2023, il est, on va dire, inférieur à ce qu'il était en 2022. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entreprise est en train de faire beaucoup de provisions, d'accord, pour, on va dire, parier à ce qui se passe dans le pays au niveau étatique. D'accord? Donc, le gouvernement n'est pas aussi stable qu'il l'était. Et il y a quand même des prêts qui ont été consentis au gouvernement. D'accord? Donc, on est plus prudent, on met plus de sous en provision, donc ça fait le résultat net. À part ça, le gouvernement ne rembourse pas les PME et les autres entreprises qui lui ont fourni des services. Et donc, par ricochet, ces entreprises n'arrivent pas à pouvoir tenir leur mensualité au niveau de la banque. Et donc, ça aussi, ça joue. Donc, il faut encore mettre plus de provisions pour pouvoir pour pouvoir contrecarrer ces cas-là. Donc, oui, tout ça, ça affecte en fait, on va dire, la santé, si vous voulez, non, c'est pas vraiment la santé, le résultat de la banque. Et donc, ils sont justement en train de parier, de mettre des protections pour ça en mettant assez de provisions. C'est ça qui affecte le résultat net. D'accord. Si je lis, par exemple, si je vous lis le rapport,
Oui, le rapport trimestriel. oui. Le résultat net de 2023, le premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2024, le résultat net n'a augmenté que de 0,46%. Ok. Pour quelle Les raison? dépôts à la clientèle, hein? Pour quelle raison? Ils ont mis des commentaires. On va essayer de le parcourir ensemble. Ils ont dit que les dépôts à la clientèle, ça a évolué sur une année que de 1%. Oui, Les crédits de la clientèle, 1%, et les dépôts j'avais à la déjà clientèle, lu le rapport en réalité. Et donc, comme je le disais, c'est que la banque est de plus en plus méfiante. Et donc, vous allez constater que ce qu'on appelle les emplois, donc à quel point ils ont accordé du crédit à la clientèle, ça stagne presque, si ce n'est même pas en régression par rapport à 2022. 2023. Ok, par rapport à 2023, sorry. D'accord. Donc, ça veut dire que en dehors des provisions, la banque est en train de prêter de moins en moins. Et pourquoi elle prête de moins en moins? Parce que l'environnement est de plus en plus risqué. D'accord. Difficile, ok. Et donc, c'est ça qui fait que le résultat net ne suit pas en réalité. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait des prêts et que sur ces prêts-là, ils n'arrivent pas à générer assez de bénéfices. Non. C'est parce que volontairement, ils décident de ne pas faire les prêts. Donc, c'est une nuance importante à faire. Ok, j'ai compris. Merci. Ouais. Maintenant, je veux dire, en réalité, les provisions qu'ils font là, c'est pour tout ce qui s'est passé dans le passé, si vous voulez, dans le passé récent. Et donc, on va dire, les perspectives pour le futur sont nettement meilleures par rapport à ce que c'était l'année passée ou l'année surpassée. D'accord? Donc, le gouvernement, de toute évidence, est en train de faire, on va dire, prendre des décisions qui vont améliorer la santé financière de tout le pays. Et donc, par ricochet, ça va se répercuter sur les entreprises qui ont consenti des prêts auprès de Coris Bank. Et donc, par ricochet, ils vont pouvoir pouvoir rembourser davantage. Et donc, on va pouvoir mettre moins de sous en provision et, en définitive, augmenter le résultat net de la banque. Ok. Par exemple, si vous prenez l'entreprise comme Filtisac, comment se fait-il que le chiffre d'affaires par rapport à de 2023 à 2024, côté trimestriel, le chiffre d'affaires diminue de 51%, le résultat avant impôt diminue de 82%, et sur Riche Bourse, on continue de nous le recommander en achat à 22%. Alors, je ne sais pas quelle méthode de valorisation Riche Bourse utilise. Et je ne sais pas non plus. En fait, les chiffres ne disent pas tout. Ce n'est pas toute l'histoire. D'accord? Donc, les chiffres, c'est une partie de la réalité. Derrière, il y a ce qu'on appelle l'histoire de l'entreprise, si vous voulez, les perspectives de l'entreprise. Okay. Donc, le chiffre d'affaires est en régression, d'accord, mais pour quelle raison? Le résultat est en régression, d'accord, mais pour quelle raison? Vous voyez? Donc, ces raisons-là peuvent justifier en fait qu'on soit toujours acheteur sur le titre. Ok. Perspective, ils ont dit que la prochaine campagne cacao est largement tributaire des conditions climatiques des mois à venir. Cependant, la société poursuivra ses initiatives permettant d'accroître les réductions de coûts grâce à une meilleure efficacité industrielle. C'est tout ce qu'ils ont dit. Ok. J'arrive pas à comprendre. Ça, c'est typique des entreprises qui font dans l'agriculture. Hein. C'est très lié aux campagnes, d'accord, et au coût de la matière première qui est derrière sur le marché international. C'est pourquoi moi, j'aime me tenir au loin de ces entreprises, la Palm CI, Filtisac, SOGB, SAF. Ça, ce n'est pas le genre d'entreprise qui, moi, m'intéresse particulièrement. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui peuvent affecter la santé de l'entreprise et qui ne dépendent vraiment pas, c'est des facteurs vraiment exogènes dans l'entreprise. Donc, c'est beaucoup moins de contrôle par rapport... Les banques sont plus maîtrisables, en fait, c'est ça? C'est ça. Ok. Les banques et les sociétés de télécom, par exemple. Oui, les sociétés de télécom, sûrement, oui. D'accord. Ça marche, j'ai compris. Merci. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Je reviens encore. Je reviens encore, vous m'entendez? Oui. Voilà. Par rapport à évaluation, après avoir déterminé la catégorie de l'entreprise, par rapport à l'évaluation, on évalue la valeur de l'action ou bien on évalue l'entreprise, je ne sais pas. On évalue l'entreprise et après on divise cette valorisation de l'entreprise par le nombre total de l'action, le nombre total d'actions que l'entreprise possède, les parties. Donc on évalue l'entreprise entière et cette valorisation, on va la diviser par le nombre total d'entreprises que l'entreprise possède. Et donc cette nouvelle valeur qu'on va obtenir, c'est la valeur de l'action. Et donc c'est cette valeur qui est la valeur intrinsèque. Et c'est donc c'est à cette valeur intrinsèque qu'on va appliquer la marge de sécurité en question.